Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens face à la crise. Ajoutons-y télétravail, activité partielle, masque en entreprise, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste, et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Aujourd'hui, nous parlons du financement par les États de la dette héritée de la crise sanitaire, économique et sociale. Nous sommes avec Félix Grote, qui est chef de l'unité financement à la Banque de développement du Conseil de l'Europe, une banque multilatérale de développement à vocation sociale à l'échelle européenne. Bonjour Félix Grote. Bonjour. Alors les États s'endettent considérablement pour amortir le choc de la crise en ce moment. Au fond, ça a l'air facile, mais comment font-ils et qui leur prête de l'argent ? C'est souvent des agences publiques, comme en France, l'agence France Trésor. Donc, c'est des organismes spécialement conçus par les États pour gérer la dette de l'État, et cela au mieux des intérêts du contribuable. Ils empruntent régulièrement sur les marchés financiers internationaux en émettant des obligations auprès des investisseurs principalement institutionnels, comme des banques centrales, des sociétés de gestion, des fonds de pension, des assureurs. Avec la crise actuelle, les montants élevés ont certainement augmenté, mais à la base, la gestion au niveau opérationnel reste inchangée. En plus, ces agences publient des calendriers d'émissions et comme ça, ils donnent une certaine transparence aux investisseurs. Je dis ça a l'air facile. Est-ce que c'est véritablement facile pour les États d'emprunter sur les marchés financiers ? En ce moment, on a beaucoup de chance parce que la BCE a un programme de rachat des titres et donc ça facilite la chose pour tous les États membres en Europe, mais aussi pour des agences publiques comme UNEDIC ou comme la CEB, mon institution. Il y a assez de demandes des investisseurs. Donc, normalement, là, surtout dernièrement, toutes les émissions dans le marché étaient bien surskrites. Après, il y a toujours des limites, bien sûr, combien un État membre peut sans doute émettre. Il y a des agences de notation, donc il faut regarder les notations. Mais techniquement, en ce moment, il y a assez de demandes côté des investisseurs. Donc, ça a l'air facile et c'est assez facile. Alors on a aussi des organismes publics comme l'UNEDIC qui gère l'assurance chômage, qui empruntent aussi sur les marchés financiers. L'UNEDIC par exemple a eu recours à des social bonds, des obligations sociales. Comment est-ce que ça marche ? Exactement, des organismes publics comme UNEDIC ou nous, normalement, ne recevons pas d'aide, subvention ou contributions budgétaires, donc les ressources nécessaires sont aussi levées sur les marchés financiers comme les États. Parlant des obligations sociales, en général, on a pu observer les dernières années que l'investissement socialement responsable, ISR, ne cesse de gagner en importance. Ça en fait et vraiment, je dirais, les dernières 4 ans, ça a beaucoup augmenté. Et encore une fois, là, il y a d'autres, des nouveaux émetteurs comme l'UNEDIC, mais aussi comme l'Union européenne et d'autres qui sont actifs dans ces marchés. Par ailleurs, nous, la CEB, comme dispose d'un mandat social spécifique, on est vraiment leader dans ce marché. On a émis des obligations sociales depuis que l'ICMA, l'Association internationale des marchés de capitaux, avait créé en 2016 des indications en matière d'obligations sociales. L'UNEDIC a aussi un mandat 100% social. Et donc, en réponse à la crise actuelle, ils ont pris la bonne décision d'émettre aussi des obligations sociales. Il faut dire ceci avec un grand succès. Et alors finalement, les obligations sociales, comment ça marche ? D'abord, c'est un grand travail de préparation. Il faut commencer par définir le cadre de l'obligation sociale. Et ceci doit être donc en alignement avec les Social Bond Principles de l'ICMA. Et là, il y a 4 principes qu'il faut respecter.
l'utilisation des fonds, la procédure de sélection et d'évaluation des projets, la gestion des fonds et un reporting annuel sur l'allocation des fonds et les indicateurs d'impact social. Deuxièmement, un émetteur comme la CEB ou l'UNEDIC va faire appel à un fournisseur, c'est ce qu'on appelle des second opinions. Souvent, ce sont des filiales des agences de notation extra-financières, comme en France, il y a Vigeo. Nous, par exemple, on avait mandaté Sustainalytics. Et eux, ils préparent donc une appréciation indépendante de la qualité sociale du portefeuille des prêts sociaux éligibles à ces financements. Après, pour les restes, ça se passe plus ou moins comme pour une obligation, disons, traditionnelle, avec la grande différence que ici, la demande des investisseurs, ce sont majoritairement des investisseurs spécialisés sur l'ISR, ou comme on dit maintenant aussi, ESG, qui achètent ces titres. Et pour eux, il y a une certaine beauté de ces produits que pour un rendement plus ou moins pareil avec une émission traditionnelle, il y a en plus un lien direct entre leur investissement et les projets financés. Les investisseurs ont même accepté de financer des emprunts à des taux négatifs, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent en prêtant de l'argent aux États. Comment est-ce que c'est possible ? Donc pour les investisseurs institutionnels, c'est surtout une question de placer leur argent dans des valeurs à la fois sûres et liquides. Et ce besoin a même augmenté ces dernières années à cause de la réglementation bancaire, surtout en Europe. Donc, des émetteurs publics comme l'UNEDIC ou nous, la CEB, nous profitons même de ces besoins des investisseurs, comme on offre une sécurité et liquidité quasi pareille aux États, mais il y a une valeur relative ajoutée si on compare notre rendement avec l'OAT ou par exemple en Allemagne le Bund. Les investisseurs, ils ont besoin juste d'une sécurité, une liquidité, c'est tout. Et si c'est à taux négatif, c'est pas grave parce que d'autres sont encore plus négatifs. Mais en tout cas, c'est ça leur argument. Et quelle contrepartie est-ce qu'ils attendent lorsqu'ils prêtent de l'argent en perdant ? Pour moi, les contreparties, c'est cette sécurité qu'ils sont 100% sûrs qu'ils vont être repayés à l'échéance de l'obligation où ils ont investi. Et en plus, si jamais ils veulent la vendre entre-temps, avant, comme c'est des obligations les plus liquides du marché, les plus grandes du marché, il y a toujours un acheteur, donc ils peuvent toujours à n'importe quel moment vendre ces positions. Donc c'est ça qui rend en fait ces investissements dans les États assez intéressants. Eh bien, merci beaucoup, Félix Grote, pour votre expertise. Merci à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.